J'ai assisté il y a quelques jours à une conférence dans laquelle une personne partageait une partie de son histoire, de ses problèmes, non sans mentionner que ces problèmes avaient essentiellement pour cause ce qu'elle appelait le patriarcat. Et le patriarcat était un mot qui revenait assez souvent dans son intervention. Dans son intervention d'ailleurs, il y avait énormément d'idées qui se basaient sur cette notion de patriarcat. Des idées que j'avais déjà beaucoup entendues dans le passé, il y a plusieurs années de cela déjà, et qui revenaient ce jour-là, qui étaient en fait des idées assez diffuses. Je voudrais en fait simplement dans cette vidéo parler de ces quelques idées. En fait, j'ai sélectionné quelques points qu'il a mentionnés au cours de son intervention, parce qu'il y a eu plein d'idées qu'il a données. Je ne voulais pas faire trop long comme vidéo, donc j'ai pris seulement 3 idées, 3 points. Ce sont des phrases en fait qu'il a énoncées, que je voudrais prendre pour en parler ici, parce que justement je considère que le sujet est parfaitement discutable. Alors, la première de ces phrases, c'est que, vous l'avez peut-être déjà entendu, 91% des femmes violées connaissent la personne qui les a violées. Et quand je dis la personne, en fait, il s'agit, dans la quasi-totalité des cas, d'un homme. Parce qu'on nous dit aussi que 98% des viols sont commis par des hommes. Donc, l'idée ici, c'est de dire que la très grande majorité des femmes qui se font violer le sont par des personnes qu'elles connaissent, qu'elles ont connues, donc avec qui elles ont eu plus ou moins des rapports au préalable avant que le viol ne survienne. L'idée en fait qu'il y a derrière cette phrase, c'est de dire aux personnes que les violeurs ne sont pas uniquement des personnes que l'on ne connaît pas, qui surgissent d'un peu nulle part. Ça existe bien sûr, mais l'essentiel des personnes qui violent, des hommes donc qui violent, sont des personnes qui font partie du cercle social de la femme qui se fait violer. Donc en fait, c'est un peu monsieur tout le monde, ça peut être potentiellement n'importe qui. C'est une idée avec laquelle je suis parfaitement d'accord. C'est une idée qui me paraît en fait simplement assez évidente en fait en réalité. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il y a une autre idée que cette phrase, donc je la relis, 91% des femmes violées connaissent leur violeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la violence, chez l'espèce humaine, mais aussi chez tous les organismes vivants, elle est le produit d'une sélection naturelle qui vise tout d'abord la survie. La violence survient à certains moments lorsque l'on se sent en danger, lorsque l'on sent sa survie menacée. Et les comportements violents, donc, trouvent leur essence à travers, justement, cette nécessité biologique de se défendre, de rester en vie. Ce qui est le cas de toutes les espèces vivantes. Maintenant, cette violence, si elle est plus ou moins forte à certains moments, ça va aussi dépendre, bien sûr, du contexte dans lequel on se trouve, de la structure de la société, les normes qui sont en vigueur et qui vont nous pousser à agir d'une manière ou d'une autre, qui vont nous réprimer à certains endroits et nous laisser plus libres à d'autres endroits. Cette violence, quand on regarde à toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les sociétés, en moyenne, elle a toujours été présente, et particulièrement chez les hommes, de la part des hommes, lorsque les hommes devaient protéger leur territoire parce qu'ils étaient envahis, ils devaient faire preuve de violence à l'égard des envahisseurs. Ils le faisaient pour se protéger, pour protéger leurs femmes, leurs enfants. Cette violence, si elle a été essentiellement perpétrée par des hommes tout au long de l'histoire, les femmes n'y ont pas moins joué un rôle fondamental. Et on peut distinguer grossièrement 2 façons pour les femmes de promouvoir la violence qu'ont commis les hommes à travers tous les âges. La première façon, c'est simplement lorsque l'homme va partir en guerre, lorsqu'il va partir en conquête, lorsqu'il va aller tuer, piller les ressources de ses voisins, c'est simplement, non seulement ne pas s'opposer, mais encourager la chose, simplement parce que si l'homme agit de telle façon, c'est pour bien sûr se protéger lui-même contre l'autre, mais c'est aussi pour protéger sa femme, sa descendance, lui apporter des vivres pour pouvoir prospérer et finalement prendre soin de sa famille, de lui, de sa femme, de son enfant. C'est quelque chose que la femme va évidemment valoriser, surtout dans des temps difficiles, de forte précarité. Et dans l'histoire de l'humanité, il est certain qu'à une époque assez lointaine, ou même pas si lointaine que ça, la précarité, les conditions de vie n'étaient pas celles que l'on a aujourd'hui. Et la femme, il était tout à fait logique
qu'elle accepte cette situation, qu'elle accepte que l'homme puisse commettre des violences, si ça allait dans son sens à elle, pour la servir. Quant à l'homme qui n'était pas capable de faire face, de combattre, d'être dur, d'être fort, eh bien cet homme, la femme ne pouvait pas compter dessus, parce qu'en fait c'était un trop gros risque. Elle se mettait en danger en étant avec lui, alors qu'elle pouvait être plus en sécurité en étant avec l'homme dur, l'homme combattant, vindicateur, qui allait partir à la conquête. Non seulement pour elle, pour sa sécurité à elle, mais pour la sécurité de son enfant. Et la deuxième façon pour les femmes de contribuer à cette violence des hommes, eh bien, c'est d'accorder à ces hommes, ceux qui combattent, ceux qui sont vindicatifs, qui sont conquérants, c'est de leur donner une descendance. C'est qu'elles vont aller se diriger vers ces hommes-là, ces hommes qui sont dominants, ces hommes qui se placent au-dessus des autres socialement, qui sont plus forts physiquement, qui ont des tendances à être plus brutaux, eh bien c'est d'aller vers ces hommes-là. Parce qu'encore une fois, leur descendance, il faut qu'elle soit entre les mains d'hommes qui sachent les défendre. Et on en vient donc à cette phrase qui nous dit que la plupart des femmes connaissent la personne qui les a violées. Elles le connaissent préalablement. Si elles connaissent les personnes qui les ont violées, c'est qu'elles ont préalablement à ce viol entretenu des rapports avec ces personnes. C'est-à-dire qu'elles les ont vues, elles les ont revues, elles ont eu des contacts, elles se sont volontairement engagées dans une relation qui peut être une relation qui débutait, qui en était à ses débuts ou pas, avec cet homme. Et donc, finalement, elles se sont mis entre les mains d'une personne qui était potentiellement capable de les violer, enfin qui avait un potentiel important, puisque finalement, il s'est avéré qu'ils les ont violées. Ce que cette phrase veut donc aussi dire, c'est que lorsque les femmes se font violer par un homme, dans la très très grande majorité des cas, 91% ici, eh bien, elles se sont préalablement engagées volontairement dans une relation avec cet homme. Bien sûr, on imagine qu'elle ne savait pas qu'elle allait être violée, sans quoi elle ne se serait pas engagée dans la relation. Mais si elle l'a fait, c'est pour certaines raisons que justement j'ai énoncées juste avant. C'est que ces hommes qui ont des grosses tendances à violer les femmes, ce sont en même temps, et ce n'est pas étonnant, des hommes qui partagent certaines caractéristiques avec les dominants. Ceux qui ont des tendances brutales, violentes et des tendances donc à la violence, mais qui peuvent servir aussi les femmes. Les mâles dominants, les hommes virils, donc ceux qui condensent ces caractéristiques-là, eh bien ce sont des hommes qui, statistiquement, sont les plus à même, du fait qu'ils sont violents, à engendrer des violences aussi sur les femmes. Donc le viol survient dans des situations où la femme va se trouver avec un homme qui, justement, remplit les caractéristiques de l'homme viril. Bien sûr, ça ne veut pas dire systématiquement que l'homme qui a les caractéristiques viriles va violer la femme. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'homme qui condense les attributs de la virilité, eh bien cet homme-là sera statistiquement plus à même de violer la femme, mais en fait d'être violent de quelconque manière, en la frappant, en la battant, en la tuant, donc avec la femme. Et nécessairement, puisque ces femmes vont se rapprocher, avoir tendance à se rapprocher de ces hommes-là, eh bien elles vont se détourner des hommes qui, eux, sont beaucoup moins à même de les violer, mais qui, statistiquement encore une fois, possèdent moins d'attributs de virilité. C'est-à-dire ce seront des hommes qui auront moins tendance à être dans la prise d'initiative, à être socialement dominants, à être dans la sollicitation auprès des femmes, à être dans une certaine insistance aussi. C'est un choix fait par la femme, mais un choix inconscient parce que biologique, c'est ancré dans ses gènes. Et les hommes ont eux aussi, bien entendu, toutes sortes de codages génétiques qui les poussent à avoir tel comportement ou tel autre comportement. Comme on l'a dit, la plupart des violences sont réalisées, sont faites par des hommes. Deuxième phrase maintenant que j'avais entendue lors de cette conférence et que je voulais évoquer ici, c'est 98% des violeurs sont des hommes. L'idée en fait qu'il y a derrière cette phrase, en fait que cette phrase peut laisser entendre, c'est que l'apanage de la violence sexuelle est directement lié aux hommes. Quelque part, je pense que c'est vrai, mais quelque part, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Alors d'abord, il y a quelque chose moi qui me frappe en fait dans cette phrase quand j'entends 98% des violeurs sont des hommes, outre le fait en fait que ce soit vrai, c'est que c'est évident
c'est extrêmement évident en fait, et ça ne devrait surprendre personne, puisque qu'est-ce qu'il faut pour commettre un viol? Qu'est-ce qu'il faut concrètement, physiologiquement pour commettre un viol? Il faut avoir une bite. Et qui a une bite? L'homme ou la femme? C'est l'homme. Donc en fait, l'homme est physiologiquement disposé pour, s'il le souhaite, commettre un viol. La violence existe, elle a, semble-t-il, toujours existé. Nous sommes aujourd'hui des milliards sur Terre, il y a des milliards d'hommes. Nécessairement, on peut s'attendre à ce que certaines personnes puissent vouloir commettre un viol. Mais si la personne qui voudrait commettre un viol s'aperçoit, en baissant la tête, qu'elle n'est pas dotée physiologiquement de ce qu'il lui faut pour commettre un viol, elle ne pourra pas le faire, malgré toute sa mauvaise volonté. Alors que si cette personne est un homme, eh bien, il aura énormément plus de facilité à le faire. Il aura toutes les facilités du monde, dès lors qu'il le veut. Ce qui explique ce chiffre, et d'ailleurs, c'est même, je me serais même attendu à plus que 98%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2% des viols qui sont commis par des femmes. Quand même. Malgré qu'elles ne soient pas dotées physiologiquement, parce qu'on peut le faire autrement, bien sûr, mais parce qu'en réalité, évidemment, ce n'est pas le tout d'avoir une bite, c'est qu'une fois qu'on en a une, on va avoir beaucoup plus facilement l'envie, statistiquement je parle, de violer. Si on n'en a pas, on n'aura pas beaucoup l'envie de le faire. D'où ce 98%. D'ailleurs, si demain les femmes étaient physiologiquement pourvues comme les hommes, alors certainement que je lirais 50% des violeurs sont des hommes et 50% des violeuses sont des femmes. Mais deuxième chose que je voudrais dire à propos de cette phrase, et je voudrais apporter une nuance ici sur l'idée selon laquelle les hommes seraient représentatifs à 98% de la violence sexuelle, eh bien c'est que, comme on l'a vu juste avant, les femmes en fait participent activement, enfin passivement on va dire, mais participent de façon importante justement aux violences dont les hommes sont auteurs par les moyens que j'ai donnés tout à l'heure, donc en faisant la promotion de leur violence, bon, et surtout évidemment quand cette violence ne se dirige pas contre elles, bien sûr, et évidemment en allant vers les hommes, en étant plus attirés statistiquement vers les hommes qui commettent ce genre de violence parce qu'ils ont des caractéristiques viriles, ils partagent les caractéristiques que les femmes aiment tout particulièrement. Eh bien, c'est que, puisque les femmes ont ce rôle finalement passif de contribution à ces violences-là, alors de qui provient réellement la violence? Finalement, est-ce que c'est la personne qui exécute les actes violents qui en est réellement l'auteur, ou c'est la personne plutôt qui, non pas va les commander, mais va inciter par divers moyens à ce que cette première personne commette ces actes-là? Une référence toute simple et très parlante, je veux dire, quand l'officier SS nazi ordonne à telle personne sous fifre d'aller gazer les juifs dans les chambres, qui est le responsable? Qui doit être blâmé pour ça? Celui qui a donné l'ordre ou celui qui a exécuté? Je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde serait d'accord pour dire que les deux sont responsables. Ils ont agi de façon différente, mais ils ont tous les deux contribué. Ben là, en fait, c'est la même chose, voyez-vous. Donc ces violences, qu'elles soient sexuelles ou de toute autre nature, semblent en effet être disproportionnellement le fait d'agissements d'hommes, mais les femmes y jouent aussi un rôle fondamental. Et j'estime, à titre personnel, en général, que chacun y a sa part à 50%. En général, je parle. Bien sûr, dans des cas particuliers qui vont concerner tel homme et telle femme, cette proportion pourra énormément varier. Alors, troisième phrase maintenant, en fait il s'agit d'un simple mot, et ça va être plus rapide pour le coup. Cette personne, donc cet intervenant, ce conférencier, avait évoqué un terme qui définissait une situation dans laquelle il y avait des hommes, un certain nombre d'hommes, peut-être même tous les hommes, qui contribuaient au meurtre, à un meurtre de masse qui était ciblé intentionnellement sur une partie de la population, et cette partie, il s'agit de femmes justement. Donc en fait, il a parlé de féminicide, donc non sans rappeler le génocide que l'on connaît. Donc c'est bien la volonté, l'intentionnalité d'aller tuer une partie de la population. Ici donc les femmes. Et donc ce concept, j'avais déjà entendu, et il m'avait très vite interpellé, et là encore il m'a interpellé, parce qu'en fait quand on regarde les statistiques,
Même avant de regarder les statistiques, personnellement, je m'en doutais un petit peu, mais on vérifie avec les statistiques, eh bien on s'aperçoit que les femmes, certes, il y a des femmes qui se font tuer par des hommes, évidemment, mais que, en fait, les personnes qui se font le plus tuer par les hommes, ce sont les hommes. C'est-à-dire que le genre, au niveau du sexe, ce n'est pas les femmes, mais c'est plutôt les hommes qui se font le plus tuer par les hommes. Dès lors, aller se plaindre de se faire tuer par des hommes en tant que femme devient complètement absurde. Il y a de quoi se plaindre évidemment d'être tué. Alors d'être tué, évidemment, si on est déjà tué, on ne peut plus se plaindre parce qu'on est mort, mais de se plaindre qu'une partie de la population, que des personnes se fassent tuer par d'autres personnes, c'est tout à fait normal. Maintenant, aller s'en plaindre en tant que femme, alors que les personnes qui sont tuées sont essentiellement des hommes, les statistiques montrent qu'il y a 3 à 4 fois plus de meurtres de la part d'hommes qui sont commis sur des hommes et non sur des femmes. Donc les hommes en fait meurent 3 à 4 fois plus sous les coups de poing, de couteau, de je sais pas quoi d'hommes que les femmes ne meurent sous les coups de couteau, de coups de poing, de je ne sais pas quoi d'hommes. Eh bien, alors j'ai perdu le début de ma phrase, donc je vais reprendre. Trop longue phrase. Ce que je dis, c'est qu'il est insensé de se plaindre de cela en tant que femme, puisque c'est les hommes qui meurent d'abord de cette violence-là. Donc, s'en plaindre, c'est tout à fait normal, sauf qu'il faut s'en plaindre en tant qu'humain, simplement. Parce que autrement, dans quoi on est en train de tomber, et c'est justement ce que démontre à chaque fois cette idéologie, si je puis dire, du patriarcat qui était mentionnée par ce conférencier, c'est qu'en fait on tombe dans une victimisation et surtout dans une complaisance à la victimisation. On se crée victime. Alors, à la base, les victimes, si on veut, il y en a partout. Et les femmes qui se disent victimes de ça, de féminicide, que les femmes en général sont victimes de féminicide, eh bien, évidemment qu'elles vivent quelque chose qui les rend victimes. Seulement, elles se trompent un peu beaucoup sur la cause vraiment première. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les femmes qui vont aller militer, mais les hommes aussi, contre ce féminicide, eh bien ces personnes vont déplacer la cause du problème. Elles vont montrer des personnes qui les tuent parce que ces personnes-là qui sont tuées sont des femmes, alors qu'en réalité, elles se font tuer, non pas parce qu'elles sont des femmes, mais d'abord parce qu'elles sont des personnes humaines avec certaines caractéristiques, mais pas parce qu'elles sont des femmes, comme le montrent les chiffres. Et donc, elles vont créer un nouveau problème, elles vont cacher les vraies causes de cette problématique-là, et elles vont créer une scission plus forte encore entre les hommes et les femmes, donc de nouvelles guerres qui vont débarquer. On finit par non plus défendre des personnes, des violences qu'elles subissent, mais en fait on crée de nouveaux problèmes qui n'existaient pas et potentiellement de nouvelles violences. À noter que s'il devait y avoir des mouvements de contestation et de revendication pour se plaindre qu'une partie de la population était en train de réaliser des meurtres de masse sur une autre partie de la population en raison de son sexe, un génocide, eh bien, ce serait plutôt aux hommes de descendre dans la rue pour se plaindre du masculinicide qui a lieu. En fait, c'est le monde à l'envers. Et le concept de féminicide n'a évidemment simplement pas lieu d'être. Vous l'aurez certainement remarqué, enfin du moins je l'espère, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ne cherche pas à faire la morale, ne cherche pas tant à apporter un jugement de valeur et à dire aux personnes comment elles doivent se comporter, mais plutôt à expliquer une situation, à expliquer des phénomènes, à travers justement les quelques prélèvements que j'ai faits de la conférence à laquelle j'avais assisté. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à critiquer, il faut me critiquer, c'est important. Avec bienveillance, cela va sans dire. D'ailleurs, à propos de ça, j'avais parlé au conférencier donc à la fin de son intervention et j'étais agréablement surpris parce qu'on a pu discuter un peu de tout ça. Je lui ai tenu, grosso modo, le langage duquel je vous ai fait part ici. Et ça a été intéressant de discuter avec lui parce que, comme vous vous en doutez, on n'était pas du même avis sur la question. Mais voilà, on a pu discuter, c'était vraiment intéressant, c'était enrichissant. Voilà. Et bien maintenant, je vous dis à plus tard.